vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le livre de Mehdi Moussaïd, Fouloscopie. Donc le sujet de la vidéo, ça va être la foule, l'étude des foules. J'ai trouvé ce livre vraiment bien, c'est un bonbon, c'est facile à lire, c'est plein d'anecdotes, c'est plein de sources et d'expériences très différentes, venues des sciences, des maths, de la physique, de la psychologie. C'est vraiment très très enrichissant à lire, c'est vraiment aussi très intéressant à lire, un vrai bonbon. Puis surtout, il y a des belles anecdotes sur le milieu universitaire, donc on va en parler. Cette vidéo, c'est pour vous présenter le livre, vous dire que ça pourrait être super intéressant pour vous de le lire pour votre culture générale et aussi pour voir un petit peu comment peut fonctionner une science de manière transversale, donc qui n'est pas qu'une seule et unique discipline. Je vais aussi, vers la fin de la vidéo, lancer quelques petites questions à Mehdi, s'il veut communiquer et discuter justement sur le livre. Je vais faire quelques questions sous la forme formelle, en fait, un petit peu universitaire, du jeu universitaire, juste pour montrer aux étudiants qui commencent ou qui viennent de commencer leur recherche un petit peu quel format prendre la discussion. Puis après, je mettrai des questions un peu plus normales qui, moi, m'intéressent plus particulièrement sur ce sujet. Donc voilà, un livre super facile. Je vais commencer donc par vous parler un petit peu du parcours de Mehdi. Donc, et vous montrer que ce qui est intéressant, c'est justement cette question de la transversalité. Donc, il commence ses études justement comme un éthologue, donc les sciences des animaux dans leur milieu, et il va s'intéresser aux piétons. Donc son animal à lui, c'est les piétons, alors que d'autres gens dans son département s'intéressent aux fourmis, s'intéressent aux moutons, s'intéressent aux d'autres animaux, mais lui, il va s'intéresser plus particulièrement aux piétons. Et c'est intéressant parce qu'en fait, des sciences humaines, il y en a plein. Il y a la sociologie qui est l'étude de la société, il y a l'ethnologie qui est la science des ethnies, il y a la psychologie qui est la science de la psyché, et là, l'éthologie qui est normalement, et qui est aussi une science assez jeune en fait, s'intéresse plus particulièrement aux animaux. Étho, je ne sais pas trop ce que ça pourrait signifier. Si vous savez, mettez en commentaire, ça va me permettre d'être plus intelligent ce soir. Donc, il commence par l'éthologie, il s'intéresse aux foules, il regarde les foules dans la rue, il comprend un petit peu comment se déplace l'animal humain en groupe, donc un peu l'idée de comment fonctionnent les comportements dans les troupeaux. Et puis il va arriver à un moment où il va bloquer dans sa thèse et il va aller chercher un modèle qui lui va venir de la physique. Et ça c'est intéressant parce que d'un côté on a l'éthologie qui est vraiment une science, on pourrait dire plus sociale, et tout d'un coup de la physique c'est une science très dure en fait. Et il va s'intéresser justement à la mécanique des fluides, donc un petit peu les comparaisons qui se font entre les liquides et le déplacement humain de la foule. Et il va aussi s'intéresser à la question de la particule en fait, élémentaire, de la particule physique qu'on retrouve justement dans l'univers et à d'autres niveaux. Et à un moment donné, il va aussi bloquer. Et là, il va s'intéresser à son postdoc, justement à la psychologie humaine, et il va aller faire un postdoc à Berlin pour s'intéresser à la psychologie. Donc déjà, pour un seul sujet, pour un seul objet de recherche, et c'est ça que je trouve génial, 3 disciplines. Et bien sûr, il en cite bien d'autres, il parle de l'informatique, il parle des mathématiques, mais juste ça, c'est super intéressant. Donc ça, c'est la première partie du livre, je dirais, sur son parcours universitaire. Il parle des difficultés à publier, avec une petite anecdote bien salée, où il a publié, et on lui a demandé 2400 $ de frais de publication. Ça montre un petit peu les enjeux qui sont importants dans la recherche, et la question de la visibilité se fait à travers la publication. C'est vraiment un combat très très difficile pour les chercheurs. Et d'autres choses aussi, justement, du développement dans les différents laboratoires de recherche. Ensuite, le sujet qui est le plus intéressant, parce que c'est justement le sujet qui est le plus marquant, c'est la foule meurtrière en fait. C'est ça qui est excitant de voir qu'est-ce que c'est que cette masse énorme de gens qui vont justement dans une panique ou dans un effet de mouvement tuer des gens. Donc il parle bien sûr de la Mecque, il parle d'un mouvement qu'il y a eu à la place de la République, il parle du Nouvel An à Shanghai, il parle de Sheffield, il parle d'un certain nombre d'événements où justement il y a eu des mouvements de foule meurtriers. Et on voit la capacité, la puissance que peut avoir une foule, qui est justement démultipliée par le nombre et la pression qu'il peut y avoir à l'intérieur. C'est très intéressant, donc il aborde ensuite les questions de densité, etc. et des différents moyens qu'ont mis en place les gouvernements pour éviter que ça se reproduise. Il nous donne dans le livre 5 règles pour survivre à une foule,
Dans ces vidéos, j'ai vu qu'il y en avait 10, donc je vais vous mettre les liens dans la description, le tout s'intercroise. Et ça nous permet justement de comprendre un petit peu ce phénomène qui est très étrange, parce que, et dans le livre c'est très bien expliqué, c'est difficile de savoir comment va se comporter une foule. On a des hypothèses, on essaye de déterminer, on essaye de justement utiliser la mécanique des fluides, mais c'est pas toujours, ça ne fonctionne pas toujours, et parfois justement au contraire ça peut montrer que la foule est très difficile à cerner. Donc bien sûr arrive tout de suite après la question de la foule est-elle mauvaise, est-elle bonne, et ce qu'il essaye de montrer dans le livre, et ce qu'il montre d'ailleurs dans le livre, c'est que ça dépend. Il y a des foules qui sont meurtrières, comme le présentait déjà Gustave Le Bon il y a très longtemps avec son livre Psychologie des foules. Mais il y a aussi des mouvements comme juste après le World Trade Center, juste après les attaques du 11 septembre, en fait, comment justement des gens sont partis aider, ou différentes catastrophes où les gens sont partis aider. Donc il y a un côté compassionnel et il y a aussi une partie égoïste dans la foule. Elle est les deux en fait. Elle est ni l'une ni l'autre, ça dépend vraiment de ce qui la compose et des comportements qui en ressortent. Si les gens sont justement des gens portés sur l'aide, sur l'entraide, il va y avoir de l'entraide. Si ce sont des gens qui sont plus dans un rapport égoïste, de survie d'individualisme, alors il y aura plus de morts. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et j'ai trouvé ce point-là assez intéressant de montrer justement, revenir un petit peu à cette histoire de la psychologie des foules que nous présentait Gustave Le Bon. Et là, ça va aller sur les foules sur Internet, dans le livre. C'est intéressant. J'ai justement des questions là-dessus sur les foules sur Internet. Donc, ils parlent de la viralité, des fake news, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce que ça gâcherait le plaisir du livre. Et puis, j'aimerais, pour ceux qui ont envie de le lire, jeter un coup d'œil. Ils parlent aussi de l'intelligence collective, que la foule n'est pas forcément stupide comme on l'a beaucoup présenté, parce qu'il y a quand même des corrélations, il y a quand même des parallèles qui sont faits avec la masse, et souvent on présente la masse comme quelque chose de stupide. On parle des médias de masse, on parle de la masse idiote, et là on voit un petit peu que l'intelligence collective, l'intelligence des foules, la sagesse des foules, comme il le met dans le livre, est très très forte en fait. Il y a même une partie d'échecs avec un ancien champion du monde d'échecs qui a été très intéressante à lire. Je vous laisse faire vous-même la découverte de cette anecdote. Et donc il nous montre une foule qui est justement avec plusieurs dimensions, complexe, qui comprend, comme on voit, différentes sciences, qui est difficile à saisir, qui est difficile à comprendre, qui est dangereuse parfois, et qui parfois est au contraire bonne et aide les gens. Donc ça, c'est un petit peu sur le livre. Moi, je vous le conseille très fortement, même si vous n'êtes pas dans le domaine de la fluoroscopie, ou même si vous êtes quelqu'un dans des sciences très dures qui ne vous intéressez pas du tout à ce domaine-là. C'est vraiment super facile à lire et c'est très intéressant, c'est plein d'anecdotes. À la fin, il y a une petite nouvelle, un petit roman fantasmé, une petite fiction qui parle un peu de la fluoroscopie et c'est très intéressant. Pourquoi aussi je trouve que la fluoroscopie c'est intéressant, c'est qu'on vit dans des villes et l'urbanisation est de plus en plus forte. La population augmente de manière importante dans les villes et c'est ça qui rend aussi la foule dangereuse, c'est que la densité diminue, les gens sont de plus en plus nombreux dans des espaces restreints et là il peut y avoir des problèmes. Donc je pense que c'est important de réfléchir à ça. J'ai trouvé ça aussi intéressant le parallèle avec l'internet et donc cette idée que sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, on peut être des foules. On peut être une foule qui attaque quelqu'un pour critiquer, ou au contraire, on peut être des foules pour aider. Ce qui s'est passé avec le Bitcoin, différentes choses comme ça. De montrer un peu cette idée d'une masse qui peut être aussi virtuelle. Et ça me pose les premières questions de la temporalité en fait. Quand je réfléchis et quand j'ai lu ce livre, il y a un truc qui m'a un peu coincé, c'est la question de la temporalité sur Internet. Si je participe à un lynchage sur Twitter, mais 2 semaines ou 3 semaines après, est-ce que je suis encore dans cette masse? Est-ce que je fais encore partie de la foule? J'avais une autre question aussi qui était liée à est-ce que ça marche si je suis en voiture? Est-ce que quand on est dans le périph', on est aussi une foule? Est-ce qu'en vélo, on est aussi une foule?
Est-ce qu'il y a des intermédiaires qui peuvent jouer là-dessus, qui sont justement des technologies ou autrement? Comment repenser la foule à travers un média ou un médium plutôt, à travers justement quelque chose qui fait une surface sur laquelle on peut justement exister aussi. Donc cette question-là m'a un peu travaillé. Peut-être que Mehdi a des pistes de solutions. En question plus académique, je vais en poser 3. Il y en a une qui sera d'ordre épistémologique, donc c'est la posture du chercheur. Il y en a une qui sera de l'ordre conceptuel, donc de l'objet de recherche. Et il y en a une dernière qui sera de l'ordre de la méthodologie. En règle générale, quand on fait des études, c'est à peu près là-dessus sur lesquels on est interrogé. Il y a une description à un moment dans le livre sur quand il se fait interroger à travers le jury de sa thèse, et ça reprend un peu cette idée-là. Donc, je vais commencer par la posture épistémologique. Moi, c'est quelque chose qui m'amuse et que j'aime beaucoup dans les sciences. Quand on est justement transversal comme ça, quand on fait partie de plusieurs sciences, quel type de posture a quelqu'un comme toi, Mehdi? Ça serait super si tu pouvais me répondre. La deuxième, sur l'objet de recherche. J'ai remarqué que tu ne donnais pas de définition de la foule et je pense que tu as fait exprès. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que tu as vraiment choisi dans ce livre-là de ne pas nous donner de définition de foule, ou parce qu'il y en a trop, ou parce que justement tu as envie de nous laisser découvrir? La dernière, qui est la question méthodologique, encore une fois, tu passes de la psychologie qui serait plus vers des études surtout quantitatives et qualitatives, donc un mélange des deux, à l'éthologie qui est plutôt justement du quali, donc c'est ça, du qualitatif. Comment tu fais le pont entre les uns et les autres? Et parce que ce que j'ai remarqué, c'est que tu lisais beaucoup de témoignages des gens qui étaient dans la foule, donc tu vas chercher du qualitatif. Mais quand tu fais justement de la physique ou quand tu fais plus de la psychologie, on va un peu plus dans le quantitatif. J'aimerais savoir comment tu fais le pont entre les deux. Donc voilà, ça c'est juste pour lancer la conversation, pour le jeu de discussion académique. Donc j'avais d'autres questions, mais peut-être qu'elles seront pour une autre fois. Je te remercie beaucoup, Mehdi, si tu veux participer à ça. Je remercie à vous, les gens qui me suivent et qui m'écoutent, et je vous conseille fortement ce livre-là. À très bientôt.